Donc aujourd'hui, nous recevons Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc pour leur ouvrage À la fin de l'hospitalité. Donc Fabienne Brugère a rejoint la chaire de philosophie des arts modernes et contemporains et est professeure à l'université Paris 8 en philosophie morale et politique. Elle travaille sur l'éthique du soin et les nouveaux partages du privé et du public, s'intéresse à l'art et à l'esthétique, dirige au PUF la collection Études de soins. Elle est notamment l'auteure de La politique de l'individu en 2013, de l'éthique du care en 2011, qui analyse le lien social et comment se distribuent les pratiques malveillantes et bienveillantes au sein de nos sociétés. Guillaume Leblanc, vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Est Créteil. Vous êtes titulaire de la chaire de philosophie pratique et travaillez sur des questions de la précarité, de l'exclusion, de l'étranger, de la normalité, de la vulnérabilité et de l'invisibilité sociale. Vous avez notamment écrit Que faire de notre vulnérabilité en 2011 et l'invisibilité sociale en 2009. Je vous laisse la parole. Je fais ça, donc je dis quelque chose pour contextualiser. Oui. Merci beaucoup pour... C'est clair, c'est pas grave. Je voulais juste, avant de commencer, vous inviter tous à venir, si cela vous intéresse, le 25 mars, c'est un samedi, à la BNF. On continuera les débats avec Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, Marc Répond aussi et Corinne Pelluchon qui donne un séminaire au sein de la chaire sur la place de la philosophie française d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je laisserai la parole pour parler de leur nouveau livre, La fin de l'hospitalité, qui rejoint tout le questionnement qu'on a eu avant avec Marc Répond ou Abraham de Swan autour de la construction de l'autre et de la fragilité de la vie morale de l'homme et comment contrer une politique, une manque de politique qui nous aidera à mobiliser un nous qui ne fait pas distinction, mais un nous qui est le seul nous acceptable, nous les mortels, et comment aujourd'hui vivre la situation des réfugiés, comment pour emprunter un vocabulaire écurien, vivre une vie digne d'être vécue, comment vivre une vie bonne au sein d'une vie mauvaise. Merci, je vous laisse le temps pour votre conférence. Merci beaucoup pour cette invitation ici, cette invitation à parler de l'hospitalité dans un hôpital. Nous allons saisir l'occasion de rendre compte de notre livre, de la démarche qui est la nôtre, en espérant croiser des questions de soins, de compassion et les problèmes qui sont liés à ces questions. Nous avons voulu, au fond, rendre l'hospitalité à nouveau intelligible, car nous sommes partis du constat, en enquêtant à Berlin, en Italie, à la frontière de la Grèce et de la Macédoine, en nous rendant dans la dite jungle de Calais, à Grande-Synthe, nous sommes partis du constat que l'hospitalité avait cessé d'être une valeur politique pour basculer à nouveau dans le domaine de la vie privée, du monde éthique. Et dès lors, ce qui avait été conquis par Kant, notamment, à savoir, au fond, arracher l'hospitalité comme problème politique à la compassion pour en faire un droit d'accueil inconditionné, même provisoire, et qui avait finalement irrigué les grandes déclarations de 1948 et la Convention de Genève de 1951, nous sommes partis du constat que cet élément était en train de s'effacer de façon en quelque sorte irréversible. Nous assistons bien, en effet, effectivement, à un changement d'époque. Non pas, évidemment, que nous ayons toujours accueilli, mais malgré tout, la longue problématique de l'accueil, qui existait encore en 1979 avec l'accueil des boat people, est en train de se résorber sous l'argument de la démocratie sécurisée, voire sécuritaire. Et
au fond, on pourrait dire que nous sommes, de ce point de vue, à un changement d'époque, puisque je rappelle que dans l'après-guerre, il existait seulement une dizaine de murs dans le monde, alors qu'aujourd'hui il en existe plus de 75 qui, ajointés les uns aux autres, représentent plus de 40 000 km de long. Changement d'époque également, puisque aujourd'hui nous avons 12 millions de personnes qui vivent dans des camps et qui y vivent en moyenne pendant 17 ans. De telle sorte qu'il y a un véritable emmurement et un véritable encampement, pour reprendre l'expression de Michel Agier, du monde. Véritable emmurement et encampement qui voit la pulsion de ségrégation se développer au point qu'il semble extrêmement lointain le temps où l'on pouvait penser, métaphoriquement en tout cas, que les ponts allaient l'emporter sur les murs. Je pense en particulier à la chute du mur de Berlin en 1989, mais aussi à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud en 1991. C'est que nous nous situons justement dans une contradiction que rappellent Antoine Garapon et Michel Rosenfeld dans leur livre Démocratie sous stress. C'est ce qu'ils appellent justement l'expérience d'un monde sans tiers garant qui compromet la possibilité d'un monde commun. Fondé sur la conviction, par exemple, ce monde commun fondé sur la conviction qui avait pu être énoncé encore avec une certaine forme d'innocence, entre guillemets, par Kant, dans son projet de paix perpétuelle, selon laquelle la Terre étant sphérique, au fond, tous sont amenés inévitablement à se rencontrer et à devenir les voisins les uns des autres. Alors qu'aujourd'hui, nous assistons à nouveau à une délimitation soignée, entre guillemets, renforcée des solitudes nationales. Une telle expérience est celle d'une mondialisation malheureuse, selon laquelle, je cite les auteurs, le monde contemporain est pris entre deux logiques hétérogènes, la logique territoriale de l'histoire et de la géographie, et la raison économique hors sol, dépassant les anciennes idées d'espace et de temps. C'est précisément cette mondialisation malheureuse qui se dramatise aujourd'hui dans la réaffirmation de la nation sous les traits d'un conflit des mobilités entre celles et ceux qui sont autorisés à se déplacer, à s'installer dans d'autres nations, et celles et ceux qui ne le sont pas. Ce conflit des mobilités a été très justement analysé par Catherine Witold de Wenden à travers l'opposition entre un droit de sortie reconnu depuis l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et extrêmement généralisé aujourd'hui, le fait que tout individu pratiquement a le droit de sortir de son pays, et un droit d'entrée qui lui justement pose problème et dont la possession est extrêmement aujourd'hui inégale. C'est dans ce contexte en tout cas de la contradiction de la mondialisation suscitée économiquement et de la mondialisation empêchée au niveau des flux migratoires que prend sens notre argument de la fin politique de l'hospitalité. À quoi cet effacement est-il en effet dû ? Essentiellement au renouvellement du référentiel de la nation, à un moment où pourtant, on peut le remarquer, la référence à la nation, ayant cessé d'être évidente pour des raisons historiques qui tiennent notamment à la mondialisation des échanges, à la circulation et à la constitution d'entités politiques internationales et supranationales, à un moment donc où la référence à la nation a été rendue à nouveau possible, et c'est l'une des grandes surprises aujourd'hui, donc cette référence à la nation redevienne si évidente, a été rendue à nouveau possible par le fait que c'est désormais en quelque sorte le signifiant national, entre guillemets, qui vient remplir le signifié de la nation. La conséquence en est alors le réarmement de toutes les distinctions les plus sommaires entre eux et nous, entre les nationaux et les étrangers, les uns et les autres. Et puisque vous avez parlé de la notion d'autre tout à l'heure, ici on voit bien que l'autre est celui qui est d'abord désigné autre par ceux qui s'octroient la capacité d'être les uns, c'est-à-dire ceux qui sont en position quasiment monopolistique de se désigner comme le centre de gravité, de centre normal d'appartenance sous le vocable des uns, justement. Ce sont les uns qui font les autres. Et les autres sont ceux qui sont dans l'incapacité d'appartenir au groupe des uns par le fait qu'ils sont débarqués de ce groupe par, justement, les uns. Au point qu'au fond,
faire société implique aujourd'hui désormais de refaire frontière, de telle sorte que le resserrement de la nation sur la frontière, qui n'est pas seulement la frontière palpable, physique, simple ligne de démarcation, mais bien la zone frontière, la frontière épaisse et protéiforme, pour reprendre l'analyse des géographes, au point donc que le resserrement de la nation sur la frontière vient rendre à nouveau totalement inintelligible le geste de l'hospitalité. Qu'est-ce que ça signifie au fond que être hospitalier dans un monde qui est à ce point resserré sur la frontière? Notre parti pris de ce point de vue était de procéder à une enquête. Nous avons voulu effectivement procéder à une enquête sur l'extinction de la valeur politique de l'hospitalité. Notre parti pris n'était donc pas de poser d'emblée pour elle-même la question philosophique « qu'est-ce que l'hospitalité ?», pour en déterminer un concept à l'aune duquel nous aurions soumis ensuite le réel à une analyse nécessairement déceptive, parce qu'il est rare, en règle générale, que le réel corresponde au concept, on le sait très bien. Nous avons voulu plutôt comprendre en situation l'hospitalité, faire littéralement un état des lieux de l'hospitalité. Pourquoi un état des lieux ? Parce que justement, l'hospitalité est d'abord affaire de lieu. Nous voulons dire par là qu'être hospitalier, c'est créer ou restituer un lieu à partir duquel une vie pourra être secourue. Et au fond, il n'y a pas d'hospitalité, mais même plus largement de prendre soin, sans l'instauration d'un lieu dans lequel le soin peut se déployer. Et si dans l'histoire de la pensée, l'hospitalité a souvent été pensée comme le geste héroïque, inconditionné, qui consiste à ouvrir son chez-soi à un hôte, à quelqu'un, à un inconnu, il faut avant tout se souvenir, ce que nous oublions trop souvent dans les analyses de l'hospitalité, qu'il faut bien mettre un lieu à disposition de l'hôte, que sans ce lieu créé ou recréé, sans cet hôpital en quelque sorte mis à disposition de l'hôte, il n'y a précisément pas d'hospitalité. Précisément, faire un état des lieux de l'hospitalité, c'est comprendre qu'il manque toujours par avance, en quelque sorte, un lieu pour faire hospitalité. Les lieux de notre enquête, ce que nous avons privilégié dans notre analyse, entre guillemets, de terrain, et nous revendiquons l'idée d'une philosophie de terrain, les lieux de notre enquête sont littéralement ce que l'on pourrait appeler des hors-lieux. Ils ne sont en effet indiqués sur aucune carte, ils sont littéralement invisibles parce que soustraits au regard, mais également à toute forme d'appréhension. Voilà des lieux qui sont littéralement, au sens de Foucault, des hétérotopies, c'est-à-dire des lieux séparés qui exercent pourtant une fonction centrale de gestion des indésirables et de connexion, malgré tout, avec le monde extérieur. Car l'erreur serait justement d'interpréter ces hors-lieux, ces lieux dans lesquels, pour s'y rendre, il faut enquêter véritablement pour savoir où ils se trouvent. C'est quand même un motif d'étonnement. C'est-à-dire qu'au fond, voilà des lieux qui ne sont pas repérables, littéralement. L'erreur serait d'interpréter justement ces hors-lieux comme des lieux absolument séparés, alors qu'ils doivent être pensés, si, à l'instar d'ailleurs des analyses du géographe Michel Lusseau, qui vient de faire paraître un très beau livre sur ce qu'il appelle les hyperlieux, alors qu'ils doivent être pensés justement comme des hyperlieux, c'est-à-dire des lieux qui, malgré le fait qu'ils sont des hors-lieux, continuent d'exercer une fonction sociale centrale, justement. Cette fonction sociale centrale, elle revient à assigner à des lieux, à la gestion de ces lieux, les camps, les jungles, les campements ici ou là, elle revient à assigner à ces lieux la fonction, en quelque sorte, de séparer une population, de la rendre la plus invisible possible, et cela alors même que l'ancrage des demandeurs de refuge dans un espace aussi précaire que le camp, que la jungle, est en même temps, il faut le remarquer, dépendant de tout un ensemble de connexions au sens virtuel du terme,
mais aussi économique, avec d'autres lieux qui le font exister, justement. Il y a, pour le dire rapidement, toute une économie du camp, de la jungle, qui est connectée avec d'autres lieux que celui-ci. Et on sait très bien que la question du branchement des portables, des téléphones portables, des appareils qui permettent de se rapporter à d'autres personnes ailleurs est absolument centrale et décisive dans ces endroits-là. C'est là, ça a été l'une des premières, la création de branchements de portables a été l'un des premiers éléments apportés dans la création du camp de Grande-Synthe à partir des revendications justement des demandeurs de refuge. En proposant donc ce que nous avons essayé d'appeler, en reprenant l'expression de Michel Foucault de 1979, un reportage d'idées, nous nous sommes donné les moyens, en proposant ce reportage d'idées dans ces lieux-là, nous nous sommes donné les moyens de comprendre ce que nous avons nommé justement un conflit d'hospitalité, au pluriel, entre, au fond, qui peut se dramatiser dans le conflit entre, au fond, l'inhospitalité de l'État-nation, en règle générale, et l'hospitalité éthique des demandeurs de refuge, des bénévoles, des associations, des collectifs, qui, dans la pratique quotidienne de l'hospitalité qu'ils déploient, dans la jungle de Calais par exemple, proposent non pas un autre monde, mais bien une relégitimation de la valeur politique de l'hospitalité que le format et le cadrage État-national ne retient en règle générale tout simplement pas. Par conséquent, ce qui nous est apparu, c'est précisément que ces lieux, en quelque sorte ces hors-lieux que nous avons arpentés, sont restés malgré tout des lieux de vie, des lieux vivables, par le prendre soin des demandeurs de refuge à l'intérieur de ces lieux, par des formes de solidarité en général nationale, entre les Érythréens, etc., mais aussi par le prendre soin des collectifs, des bénévoles, sans lesquels, véritablement, la vie dans ces lieux serait tout simplement impossible. Le problème étant que cette hospitalité-là, ce prendre soin, ne donne pas lieu à une réponse ou à une reprise politique qui lui donnerait sa pleine signification. C'est ce que nous avons appelé justement la fin de l'hospitalité. Ça ne veut pas dire que l'hospitalité cesse d'exister, mais qu'elle cesse d'exister comme valeur politique précisément. Faire un état des lieux de l'hospitalité, c'est alors comprendre qu'il existe des vies qui sont tout simplement privées de lieux. Aucun individu ne peut vivre sans ancrage, explique Michel Dussault, pas même les nomades. Or, le migrant, entre guillemets, n'est même plus un nomade, car il est un sujet qui est réduit à vivre en l'absence de lieu. Cette dimension de l'absence contribue à exacerber une phénoménologie de l'attente comme espérance de l'abolition de l'absence, qui est justement la condition du demandeur de refuge. Demandeur de refuge, c'est l'expression que nous avons créée dans le livre, plutôt que migrant ou réfugié, car cette distinction entre le migrant économique en règle générale et le réfugié politique apparaît déjà comme un recadrage, comme une construction produite par la gouvernementalité état-nationale ou internationale, du vécu de celui qui justement demande un refuge et qui n'a absolument rien. Et il y a là une violence verbale dont à laquelle nous sommes habitués malheureusement, qui est quand même terrible, qui consiste à appeler réfugié quelqu'un qui précisément n'est pas un réfugié, quelqu'un qui est en attente d'un refuge, quelqu'un qui souhaiterait devenir un réfugié, mais qui n'a pas le statut juridique de réfugié. Être réfugié, c'est un statut juridique, et précisément c'est ce statut juridique dont sont privés ceux que nous appelons justement les demandeurs de refuge, qui, de même coup, sont contraints à de longues années d'attente dans l'espoir d'obtenir ce refuge, 7 années en moyenne en France. Et précisément, être réfugié, c'est littéralement obtenir la reconnaissance légale d'une vie et pouvoir alors activer du même coup les autres propriétés sociales de l'existence, le logement, le travail, etc.
Inversement, ne pas avoir ce statut, ce qui est précisément le cas des demandeurs de refuge, c'est être un homme sans qualité, condamné à vivre dans une attente interminable ou à basculer dans la clandestinité, tels au fond les clochards dans Nathan Godot de Beckett. On gagnerait à relire dans la perspective contemporaine des demandeurs de refuge. Attendre Godot, attendre en quelque sorte la sécurisation juridique d'une existence. Voilà qui fait basculer une vie dans la précarité la plus totale. Dans tous les cas, l'hospitalité surgit toujours à partir d'une demande d'hospitalité qui est d'abord formulée au style indirect. Par style indirect, il s'agit de dire que la migration constitue en elle-même, et avant toute demande explicite, une demande implicite d'hospitalité. La traversée de la mer Méditerranée est en elle-même, de façon indirecte, déjà une demande d'hospitalité, qui n'est pas encore adressée explicitement, mais qui ne prend sens que par rapport à cette demande indirecte d'hospitalité. Ceci est très important parce que, philosophiquement, on voit par là que l'hospitalité ne naît pas, en quelque sorte, d'un sujet spontanément bienveillant, qui éprouverait une compassion, en quelque sorte, naturelle vis-à-vis de l'autre, produisant de son seul fait le geste compassionnel qui viendrait secourir un sujet vulnérable. L'hospitalité, c'est l'une des thèses du livre, naît toujours en réponse à une demande. Et comme telle, l'hospitalité est donc précédée par une demande. Et il importe de remarquer que c'est absolument important que l'hospitalité soit précédée d'une demande, exactement comme le soin est précédé justement d'une expérience pathologique. Pathos précède logos. Il importe que justement la souffrance vécue d'un sujet précède le soin qui apparaît alors comme une réponse qui doit venir, mais qui peut éventuellement, malheureusement, ne pas venir. L'hospitalité est une réponse qui doit venir à une détresse, à une vulnérabilité, mais elle peut justement aussi, malheureusement, ne pas venir. Et il faut remarquer également que cette réponse à une demande apparaît comme une réponse précaire face à une intrusion qui est d'abord vécue, à une demande extérieure. Quelqu'un demande l'hospitalité, et cette demande est d'abord vécue comme une intrusion extérieure qui interrompt le cours ordinaire des choses, qui interrompt le cours ordinaire d'une vie. Quelqu'un frappe à votre porte et vous aviez absolument pas prévu d'ouvrir votre porte. Il y a une intrusion au sens strict. Il est très important de restaurer cette dimension intrusive de la demande d'hospitalité si nous voulons comprendre justement qu'il n'y a pas d'hospitalité sans une forme d'hostilité qui l'entoure, comme un halo que l'hospitalité doit vaincre. C'est là où le concept d'hospitalité de Jacques Derrida trouve vraiment sa raison d'être et sa pleine portée. L'hospitalité, hospitalité, réunis en un même mot, l'hospitalité désigne justement une hospitalité qui doit vaincre l'hostilité qui l'enveloppe. L'hospitalité est donc toujours une victoire précaire sur une violence toujours possible qui consiste justement à ajourner l'hospitalité et à percevoir autrui alors comme un ennemi, hostis, plutôt que comme un hôte, hospes. Et effectivement, l'étymologie de l'hospitalité, cette double étymologie, est elle-même extrêmement intéressante. Il y a l'hôte dans l'hospitalité, il y a l'ennemi. Mais l'ennemi n'est pas l'autre de l'hôte, c'est peut-être cet hôte lui-même qui, à certains égards, peut apparaître comme un ennemi. De telle sorte qu'être hospitalier, c'est parvenir à justement faire advenir l'autre comme un hôte plutôt que comme un ennemi. Cependant, et c'est là l'une des thèses de notre livre, le raisonnement de Derrida enferme l'hospitalité dans l'inconditionnalité de la relation domestique d'hospitalité qui finit par abolir les positions de l'accueillant et de l'accueilli et fait de l'hôte, c'est la thèse de Derrida, l'hôte de son hôte. Avec ce terme d'hôte qui, dans la seule langue française, contrairement aux autres langues, désigne à la fois l'accueillant et l'accueilli. Nous avons voulu souligner que ce modèle domestique de l'hospitalité, au fond, qui peut se résumer
à une scène très simple. Quelqu'un frappe à votre porte et vous dites « entrez », sans savoir qui est cette personne, qui est un modèle très important de l'hospitalité, que l'on trouve historiquement et anthropologiquement dans toutes les cultures. Nous avons voulu montrer que ce modèle domestique de l'hospitalité ne rend pas justice, n'épuise pas le concept d'hospitalité, parce qu'il ne rend pas justice à une compréhension politique de l'hospitalité, qui est moins ouverture de son chez-soi que création d'un dispositif, d'un hôpital au sens large du terme, c'est-à-dire d'un lieu de refuge. C'est à cette lecture donc impersonnelle de l'hospitalité, en termes de dispositif, que nous nous sommes attelés en constatant que ce sont justement ces dispositifs qui sont régulièrement ruinés et effacés. C'est ainsi que la création d'un centre d'accueil à Sangatte de la Croix-Rouge en 1999 a été aussitôt annulée en 2002 par le ministre de l'Intérieur français et a produit alors la jungle de Calais. Plutôt que de créer des lieux durables d'accueil dans lesquels on peut prendre soin des populations sur le mode du care et de pratiquer une politique de l'individu, nous effaçons régulièrement les lieux que nous créons et reversons toute possibilité d'hospitalité publique et politique vers la seule hospitalité éthique et privée des bénévoles, des gens, des individus. Recréer une philosophie de l'hospitalité, cela revient justement alors à appréhender l'hospitalité par l'hôpital, plutôt que par le seul geste hospitalier, par le dispositif impersonnel, plutôt que par la seule disposition personnelle. C'est seulement par des dispositifs, des lieux de refuge, des lieux de prendre soin, en quelque sorte, que peut être pensée une durée de l'hospitalité, ce que nous avons appelé un accueil, et qu'il nous faut absolument distinguer de l'urgence du secours. Secourir n'est pas accueillir. Aujourd'hui, nous sommes dans une biopolitique de l'urgence, où il s'agit au mieux de secourir, sur le modèle d'un feu à éteindre, mais non d'accueillir. Il s'agit justement ici non seulement de secourir, mais aussi d'accueillir les demandeurs de refuge en les accompagnant individuellement. Cela n'efface pas évidemment l'hospitalité éthique, mais resitue la perspective du un par un, qui est toujours la perspective éthique, au fond, un par un, resitue la perspective du un par un, du comment répondre en personne à une autre personne. Cela resitue cette perspective dans une perspective beaucoup plus globale, qui est la création d'institutions de soins. Au fond, l'hospitalité doit être repensée ici en termes d'institutions et ne doit plus être simplement, en quelque sorte, reversée sur cette perspective essentielle du un par un, du répondre en personne à une autre personne, qui ne peuvent d'ailleurs être des perspectives qui ne peuvent exister que si elles supposent justement des institutions. Pour terminer mon intervention, je dirais que l'hospitalité, en ce sens, est une exigence ambivalente qui crée de la dette et de la reconnaissance entre les personnes, mais peut aussi par là même se retourner en transformant l'accueilli en ennemi intrusif et l'accueillant en otage. Cette ambivalence a longtemps été justement encadrée dans une forme de morale extrêmement aristocratique, en quelque sorte, où celui qui plaçait celui qui était assisté dans une situation de dépendance personnelle et l'accueillant en position de souveraineté. Et bien évidemment, cette relation de dépendance et de souveraineté est constitutive également de la relation de soin. Il y a par là que tout soin court le risque de placer une personne en position de dépendance et de placer le soigné en position de dépendance et le soignant en position de souveraineté. Il nous semble que c'est l'une des raisons pour lesquelles, précisément, il faut procéder, non pas bien évidemment à la destruction de cette philosophie interpersonnelle du soin, mais qu'il faut procéder à la réinscription de cette philosophie du soin dans des dispositifs
qui doivent être eux-mêmes, justement, pris en considération. Et au fond, l'une des idées centrales, mais qui renoue avec les approches du Caire, donc je vais laisser la parole à Fabienne, l'une des options centrales du livre, c'est qu'il faut d'abord, pour pouvoir accueillir, prendre soin des dispositifs eux-mêmes par lesquels on peut prendre soin des populations que l'on accueille. Il ne suffit donc pas de répondre en personne au un par un à cette exigence d'hospitalité. Le risque est alors justement de toujours placer l'autre dans un rapport de dépendance ou de charité. Il faut répondre à la demande d'hospitalité en termes de dispositifs et aussi de droits nouveaux qui pourraient prendre la forme de droits liés à une citoyenneté locale, par exemple découplée de la citoyenneté nationale. C'est là l'un des versants les plus politiques de la question de l'hospitalité, à savoir accorder des droits, si on accueille une personne, accorder des droits à cette personne, des droits qui pourraient très bien prendre la forme de droits locaux liés à des formes de citoyenneté locale, ce qui supposerait de défaire alors le continuum qui est le nôtre aujourd'hui, qui va de la citoyenneté à la nationalité, qui considère qu'il n'y a de citoyenneté que dans les limites de la nation, de la nationalité, alors même que précisément des arguments très puissants ont été produits politiquement et philosophiquement pour creuser des formes de citoyenneté qui ne soient pas raccordées justement à l'argument de la nationalité. On peut penser en particulier aux analyses que Habermas avait construites dans le livre Après la Nation, et qui visait à montrer justement que le concept de citoyenneté peut être reposé et devrait être reposé à des niveaux, en particulier à un niveau local. Ceci nous semble un point très important parce que ce qui est en train de réapparaître aujourd'hui à travers l'hospitalité des villes refuges, ici en Europe mais ailleurs aussi en Amérique, est précisément une hospitalité qui va dans le sens de la reconnaissance d'une citoyenneté locale accordée à quelqu'un, non pas en raison de sa nation, de sa nationalité, non pas en raison de sa provenance, mais du simple fait justement qu'elle vit ici, dans un lieu particulier, et que en tant que telle, elle a un certain nombre de droits particuliers qu'elle doit pouvoir réactiver précisément. Mais vous voyez que cette démarche-là suppose d'aller au-delà de la seule urgence du secours, d'une vie qui est à secourir. Cela suppose justement de prendre au sérieux l'idée que l'hospitalité est accueil, c'est-à-dire justement inscription durable d'une vie étrangère dans l'espace public qui est l'espace d'un pays de destination. Alors je vais reprendre principalement deux points. Le premier va repartir de ce que Guillaume a posé avec le conflit des hospitalités, hospitalité éthique, hospitalité politique. Et puis dans un deuxième temps, je reviendrai sur un point qui pour nous est très important, la question du réalisme de l'hospitalité et du coup des positions là qui rejoindront certains de mes travaux sur l'éthique et la politique du Caire. Donc vous avez bien déjà sans doute compris avec le texte de Guillaume que nous avons analysé des moments d'hospitalité éthique, par exemple celles et ceux qui actuellement hébergent des demandeurs de refuge qui viennent de Vintimille, ou encore des mineurs isolés qui ont été répartis, vous savez, dans ces centres d'accueil et d'orientation pour mineurs. On pourrait bien évidemment donner bien d'autres exemples, tous ceux et toutes celles, comme Guillaume l'a rappelé, qui ont aidé à rendre ce qu'on appelait effectivement la jungle de Calais la plus vivable possible, ou encore on pourrait citer bien d'autres initiatives.
Et puis, il y a aussi une hospitalité politique. Et l'hospitalité politique, elle est un peu parfois difficile à trouver aujourd'hui. Alors, on peut sans doute l'associer à Angela Merkel, en tout cas en 2015, au moment où elle dit « Wir schaffen das », nous allons le faire, et au moment donc où elle plaide pour l'accueil des demandeurs de refuge, non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe, et cela conformément à la Convention de Genève de 1951, dont la plupart des pays européens sont signataires, avec l'idée justement d'une obtention du droit d'asile écourté, avec des discussions pour aussi mettre au point un raccourcissement des délais pour avoir un droit de travailler après l'obtention du titre de réfugié. Il y a donc bien un conflit des hospitalités, et nous avons montré que ce conflit des hospitalités prend souvent la forme aujourd'hui d'une fin de l'hospitalité politique, c'est-à-dire d'une incapacité des gouvernants dans de nombreux pays à tenir une parole politique d'accueil des demandeurs de refuge. Bien évidemment, ces notions d'hospitalité éthique et d'hospitalité politique, elles ont une histoire. Et j'aimerais là-dessus, du coup, retracer quelques moments dans l'élaboration de ces figures de l'hospitalité, en tout cas en Europe. On peut dire en ce sens que la Grèce ancienne est l'un des berceaux de naissance de l'hospitalité en son sens éthique. Il y en a bien sûr d'autres. Mais celui-ci est particulièrement intéressant parce que la Grèce ancienne pose une conduite d'accueil à l'égard de l'étranger qui est codifiée socialement. Je précise, lorsque dans la Grèce antique, l'étranger arrive dans une cité où il ne connaît personne, il doit entrer en contact avec un sanctuaire et y rester comme suppliant. L'étranger prend alors la forme de cette figure du suppliant et il promet en même temps, en tout cas c'est ce que reprend Échille dans Les Suppliantes, et il promet qu'il n'est pas, je cite donc Échille, un exil taché de sang. Il accompagne ces paroles, donc je ne suis pas un exil taché de sang, du dépôt rituel de rameaux d'olivier, au terme duquel une reconnaissance de l'étranger peut avoir lieu. Voyant chez l'étranger des rameaux suppliants, on peut alors le considérer comme quelqu'un qui n'est pas totalement étranger. L'accueil de l'étranger, on le voit bien dans cette référence à la Grèce ancienne, est donc codifié dans une relation avec un cadre symbolique qui, lorsqu'il est respecté, rend l'hospitalité praticable. C'est donc en ce sens qu'on peut tout d'abord définir une hospitalité éthique qui est donc en même temps un rite social. Plus encore, on pourrait dire que l'Odyssée d'Homère vaut comme une mise en écriture de cette hospitalité éthique. On peut se souvenir du chant 6 avec Nausicaa, l'un des personnages de l'Odyssée d'Homère, et moment en particulier où la déesse Athéna apparaît à Nausicaa en songe, sous les traits d'une de ses amies, lui enjoignant d'aller laver son linge pour préparer ses noces. Elle se rend donc, accompagnée de ses suivantes, jusqu'à un fleuve voisin, et une fois le travail terminé, Nausicaa et ses suivantes jouent à la balle, et leur cri réveille Ulysse, qui est échoué non loin de là après le naufrage de son navire. Ulysse est nu, sale, affamé, et il décide malgré tout de se manifester.
Nausicaa, voyant Ulysse, eh bien, pourrait-on dire, prend soin de lui, alors que toutes les suivantes sont effrayées. Elle prend soin d'Ulysse, elle veille à sa toilette et elle lui donne des habits et une collation. Puis, elle le conduit jusqu'à son père. Celui-ci propose même à Ulysse la main de sa fille, mais le héros, sinon ce ne serait pas Ulysse, préfère repartir au plus tôt. On peut dire dans ce texte, si on reprend ce chant de l'Odyssée, et on pourrait bien sûr reprendre d'autres moments de l'Odyssée, que la vertu d'hospitalité est pratiquée ici par la fille d'un roi. C'est une sorte d'hospitalité aristocratique, la différence entre Nausicaa et les suivantes précisément. Et cette hospitalité a aussi un côté magique, puisque plusieurs fois la déesse Athéna apparaît sous les traits d'une petite fille qui va guider Ulysse pour qu'il sache se conformer aux règles non écrites de l'accueil. L'hospitalité est bien le fait d'ouvrir sa porte, d'accueillir l'autre, même cet autre, pourrait-on dire, en sale état, d'accueillir l'autre, l'étranger, le pauvre, le persécuté, dans un cadre social qui rend possible l'exercice d'une vertu ou d'une excellence du comportement. C'est donc une conduite, une manière d'être et de vivre ouverte aux autres, une vertu, avec pour terrain privilégié le domos. Cette idée est encore reprise au XVIIIe siècle, cette conception de l'hospitalité éthique et donc de l'hospitalité comme vertu, mais qui en même temps se tient dans un cadre social déterminé. Elle est reprise dans l'article Hospitalité de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, donc au milieu du XVIIIe siècle. Et à ce moment-là, le sens de l'hospitalité comme vertu est bien rappelé. Je cite le texte, « Je définis cette vertu, une libéralité exercée envers les étrangers, surtout si on les reçoit dans sa maison. » Donc, est bien affirmé ici le statut de l'hospitalité comme vertu, le fait que cette vertu est bien liée finalement au chez-soi, à un espace domestique, à un espace privé, ou en tout cas à un cadre, pourrait-on dire, fermé, déterminé. Mais en même temps, ce que développe l'article de l'encyclopédie, c'est un constat assez désenchanté sur la modernité, qui pose une différence entre les anciens et les modernes. Ce que nous dit l'article, c'est que précisément les Grecs savaient exercer cette hospitalité, ils savaient accueillir en des temps qui étaient incertains, mais à l'âge de la modernité, qui est celui de l'augmentation du confort, de l'augmentation de la sécurité, ce que l'on pourrait appeler, pour faire vite, le progrès, eh bien, le progrès, d'une certaine manière, a mis en péril cette valeur, cette éthique. Et donc, il n'y aurait plus, selon l'article de Jaucourt dans l'hospitalité, dans l'encyclopédie, il n'y aurait plus d'hospitalité chez les modernes. Et donc, si on en reste à cet article de l'encyclopédie, eh bien, l'hospitalité, en son sens éthique, serait donc, au XVIIIe siècle, en train de disparaître. Et puis, d'une certaine manière, coup de théâtre, et le coup de théâtre, il est souvent porté à la fin du XVIIIe siècle par Kant sur beaucoup de points. Donc, coup de théâtre à la fin du XVIIIe siècle, en 1795, eh bien, le projet de paix perpétuelle de Kant, qui précisément va thématiser pour la première fois une hospitalité politique, avec un troisième article radical, je cite Kant dans ce projet de paix perpétuelle, « Il n'est pas question ici de philanthropie, mais de droit, et l'hospitalité, entre parenthèses, aptitude à accueillir,
signifie alors le droit d'un étranger de ne pas être traité d'une façon hostile par celui dont il foule le sol. Et à ce moment-là, Kant va définir une hospitalité politique qui est aussi une hospitalité juridique comme un droit de visite qui appartient à tous les hommes, tout simplement parce que tous les hommes habitent sur la même terre et qu'en ce sens, eh bien, ils doivent partager cette terre, c'est-à-dire que Kant affirme un droit que possède tout citoyen de visiter toutes les régions de la terre. Ce droit de visite chez Kant est à distinguer d'un droit d'installation et il repose sur une critique virulente de la propriété du sol par les États. La terre, selon Kant, n'appartient juridiquement à aucun État et a fortiori à aucun individu. Rien ne justifie pour Kant l'appropriation du sol par la communauté nationale. Une hospitalité politique est alors définie. Elle implique des règles juridiques qui ne reposent pas sur le droit du sol, mais qui déterminent un droit de visite des étrangers, un accueil provisoire et qui, selon Kant, suppose des accords, ça c'est très important, entre les États-nations, dans l'idéal entre les républiques, qui sont alors capables d'organiser cette libre circulation provisoire des individus. Et donc, ce que nous avons montré dans le livre, c'est que cette hospitalité politique, si bien défendue par Kant, dont on peut dire qu'elle a été amplifiée par de nombreux textes par la suite, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qu'elle a été aussi redéfinie en direction des populations persécutées par la Convention de Genève de 1951, est très peu mise en œuvre par les paroles politiques aujourd'hui. On lui préfère souvent un discours sécuritaire qui exacerbe les peurs et qui du coup fait considérer l'étranger comme un ennemi et qui risque aussi de légitimer les discours de haine sur les étrangers, puis les pratiques de haine. Du coup, nous sommes orphelins, ou nous risquons d'être orphelins d'une hospitalité politique, ce qui fait que des citoyens, de plus en plus, que ce soit de manière individuelle ou collective, des citoyens, on pourrait dire aussi des associations, des formes multiples d'organisations non gouvernementales, eh bien des citoyens organisent de plus en plus des pratiques d'hospitalité éthique. Ces pratiques d'hospitalité éthique se multiplient, se substituent à l'hospitalité politique. Elles sont d'ailleurs médiatisées. On a bien en tête tout ce qui a pu se passer dans la vallée de la Roya, en fait, entre justement l'Italie et la France, et ça a été largement médiatisé. Et face à ces gestes, face à ces actions, qui peuvent d'ailleurs aller jusqu'à la désobéissance civique, eh bien réapparaît le délit d'hospitalité qui pourtant avait normalement été supprimé pendant ces 5 ans précisément de notre dernier quinquennat, en tout cas en France. Donc conflit des hospitalités qui renvoie bien en Europe à, je dirais, une histoire de l'hospitalité et à des établissements différents des questions d'hospitalité éthique et d'hospitalité politique. Et puis, deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est ce que nous avons essayé de définir à travers le réalisme de l'hospitalité. Le réalisme de l'hospitalité est parti
d'un état de nos travaux respectifs à partir d'une réflexion justement sur ce courant anglo-américain dont j'avais parlé en début d'année. Je ne sais pas si certaines d'entre vous étaient déjà là. Ce courant anglo-américain des éthiques du care, que l'on traduit parfois par éthique du prendre soin, qui en tout cas se réfère à la question de l'attention aux autres, du souci des autres, qui du coup permet de mener d'ailleurs beaucoup de comparaisons avec les questions de compassion. Et dans ces éthiques du care, ce qui est intéressant, c'est on part d'une redéfinition du sujet. Et on repart en particulier de l'idée que très largement, dans une conception un peu abstraite de la morale, eh bien, on a toujours privilégié la figure du sujet de droit et finalement une forme de raison abstraite, qui renvoie précisément à la possibilité d'avoir des droits. Et ce que disent les éthiques du care, c'est qu'il serait temps aussi de prendre en considération le sujet de besoin. Ce qui suppose précisément de repartir dans les questions éthiques du contexte, des situations, des moments précisément où il peut y avoir aussi un conflit des règles, où il peut y avoir un conflit des principes ou un conflit des valeurs. L'avantage du sujet de besoin, c'est que précisément, il permet de faire intervenir eh bien, les histoires des individus, qu'elles soient d'ailleurs singulières ou collectives. Il permet aussi de faire intervenir la diversité des situations. Et je crois qu'un réalisme de l'hospitalité, c'est avant tout un traitement de l'hospitalité qui certes prend en compte la figure du sujet de droit, et bien sûr, toute la définition, on pourrait dire, juridique de l'hospitalité, mais c'est aussi précisément prendre en compte la figure du sujet de besoin. Et donc, le fait de renvoyer la question des migrations à ce qui fait sa matérialité, c'est-à-dire aux histoires de vie aussi des migrants, à ce que c'est qu'une expérience de l'exil, à ce que c'est précisément que d'être obligé de quitter son pays, de tenter d'aller ailleurs et de tenter d'obtenir des droits précisément ailleurs. Et nous avons été très soucieux dans le livre d'intégrer cette question justement des formes de vie, aussi de la rationalité des projets de vie des migrants, de définir aussi à partir de là une certaine universalité de l'expérience des migrations que l'on pourrait très bien renvoyer à ce que dit Hannah Arendt lorsqu'elle analyse précisément la situation des apatrides, des sans-État, et qu'elle rend compte précisément de ce que c'est que perdre les droits dans son propre pays, dans le pays dont on vient précisément, et de ce que c'est aussi que la difficulté d'un parcours qui essaie d'obtenir des droits ailleurs, avec souvent toute justement la difficulté que ça peut porter. On se souvient quand même avec en plus une fin dramatique de l'exil des Juifs d'Europe de l'Est, des Juifs allemands à partir des années 30 et dans les années 40, et de l'impossibilité pour eux, au bout du compte, de trouver justement un pays qui puisse les accueillir et leur donner des droits, alors même qu'ils avaient justement perdu tous leurs droits. Donc nous avons essayé de défendre cette perspective d'un réalisme de l'hospitalité à partir aussi de l'idée qu'il nous semblait que la modernité la plus récente avait mis au point, peut-être d'ailleurs suite aux drames qui ont pu se constituer lors de la Seconde Guerre mondiale, la modernité la plus récente avait mis au point un credo politique de l'hospitalité dans les pays qui revendiquaient un état de droit. Et jusqu'à présent, on peut dire que
il y avait bien une sorte d'hospitalité politique, à savoir que le lien familier de l'hospitalité était rompu au profit d'un dispositif anonyme de soins, dont nous avons fait l'analyse dans ce livre et dont nous estimons que le retour serait important, dispositif anonyme de soins qui comprend des lois, qui comprend des lieux, qui comprend aussi des règles posées pour l'accueil, comme par exemple l'apprentissage de la langue nationale, qui comprend la possibilité d'un travail, qui a compris à un moment aussi le regroupement, ce qu'on a appelé le regroupement familial. Et donc nous avons montré dans ce livre qu'actuellement ce dispositif est en crise, que cette idée précisément de ce que nous appelons donc un dispositif anonyme de soins n'est plus perçu comme quelque chose d'essentiel souvent dans la société. Et donc nous avons fait le diagnostic qu'à l'âge de la multiplication pourtant des populations déplacées et considérées en même temps comme indésirables un peu partout, au moment aussi où le terrorisme est associé systématiquement par des discours populistes à des individus dangereux qui sont identifiés à une région du monde ou à une religion, eh bien l'hospitalité ne fait plus recette. Et donc, d'une certaine manière, nous devenons inhospitaliers, parfois malgré nous. Et il y a eu bien évidemment de nombreux ouvrages sur ces questions. Je pense en particulier à l'ouvrage d'Achille Mbembe, qui essaie justement de caractériser ce qu'il appelle les politiques de l'inimitié. Des politiques de l'inimitié, ce sont des politiques où il s'agit d'une mise en place de relations structurées par l'hostilité qui, selon Achille Mbembe, s'étend sans cesse à l'échelle planétaire pour s'y reconfigurer en fonction des situations nationales ou locales. Ces politiques d'inimitié se fabriquent, bien évidemment, dans le sillage des différents conflits liés à la décolonisation au XXe siècle, liés aux dernières guerres qui s'accompagnent souvent d'une mise en avant d'un conflit des civilisations, avec une conception spécifique de la guerre de conquête, guerre d'occupation, guerre d'insurrection et de contre-insurrection. Et cette omniprésence de la guerre, pourrait-on dire, se répand partout avec des figures partisanes. Elle se pare aussi d'expressions diverses pour la pensée. On parle de guerre épaisse, on parle de guerre diffuse, on parle de guerre tribale. Et donc, nous sommes dans un contexte où les démocraties dites libérales, eh bien, se sentent obligées d'épouser le récit de la guerre avec les états d'exception ou d'urgence, les guerres menées au loin, les sanctions économiques, etc. Des discours qui insistent sur la peur face à des ennemis considérés comme omniprésents, qui sont parfois non identifiables et qui, bien sûr, jouent au profit d'un renforcement exclusif de l'État régalien. Et donc la question, bien évidemment, c'est quelle place pour l'hospitalité dans l'avenir de nos démocraties? Va-t-elle devenir une pratique marginale? Et en même temps, pouvons-nous vivre bien alors même que des populations sont déplacées, qu'elles tentent de franchir les frontières européennes, les murs et les barrières, qu'elles meurent sur des bateaux de fortune aux mains de passeurs qui pratiquent d'ailleurs un commerce de l'humain fort lucratif. Et à partir de là, nous avons donc essayé de reposer cette question de l'hospitalité et de montrer qu'elle n'est pas à considérer dans le contexte actuel comme étant une simple rêverie, pourrait-on dire, d'idéalistes creux. Et nous avons défendu l'idée que l'hospitalité est une idée nécessaire et juste,
qui pose un modèle de l'accueil que l'on doit avoir en vue pour tendre à sa réalisation. Elle est une idée nécessaire car la société repose sur l'hospitalité. Que serait une école qui n'ouvrirait pas ses portes le matin lorsque les écoliers arrivent? Que seraient des commerces qui refuseraient de laisser entrer des inconnus au prétexte qu'ils ne se sont pas fait connaître? Que seraient des rapports de voisinage sans aucune forme de partage ou de mitoyenneté? Alors bien sûr, c'est ce que nous appelons le réalisme de l'hospitalité et que Guillaume a repris fort justement. Bien sûr, il y a aussi dans le même temps, en parallèle de l'hospitalité, l'hostilité. Et donc, que serait une école qui ne fermerait jamais ses portes? Que seraient les commerces sans parfois vidéosurveillance? Que seraient les voisins sans murs pour les séparer? Nous retrouvons donc bien sûr toujours les deux continuums de la société, le clos et l'ouvert, l'hostilité et l'hospitalité, le mur et le pont. Mais on ne peut pas laisser de côté l'ouvert, l'hospitalité et le pont et se refermer uniquement précisément sur le clos, sur l'hostilité et sur le mur. Donc l'hospitalité est une idée juste, il ne faut pas en oublier pour autant toute la complexité. Et donc défendre un réalisme de l'hospitalité, c'est bien défendre la possibilité de faire de l'idée d'hospitalité le modèle pour tout un ensemble d'actions. Et ce n'est pas parce qu'un idéal ne sera jamais réalisé qu'il ne faut rien faire. C'est précisément le contraire. Et il s'agit finalement sans doute de faire ici et maintenant tout ce qui peut être fait malgré le fossé qui demeurera toujours entre une hospitalité rêvée et une hospitalité réalisée. Et donc, en ce sens, on peut rappeler plusieurs choses qui vont précisément dans le sens d'un réalisme de l'hospitalité. On peut rappeler, par exemple, l'investissement de la ville de Paris contre l'avis de l'État au départ, très dernièrement, et contre l'air du temps aussi, lorsque la maire de Paris décide de créer un centre d'urgence au nord de Paris pour les hommes et au sud de Paris pour les femmes et les enfants, dans l'idée d'un séjour provisoire d'une durée maximale de 2 semaines. Eh bien, elle n'en reste pas à l'idéalisme hospitalier, mais elle adopte une position réaliste qui est étayée par plusieurs raisonnements. Premièrement, il est avantageux pour la ville de Paris d'ouvrir de tels centres afin de faire disparaître toutes les occupations précaires de bouts de trottoir à Paris qui mettent parfois à mal les nerfs des riverains. Et il est moralement et politiquement légitime de considérer qu'offrir un toit, même provisoirement à un demandeur de refuge, eh bien, reste le meilleur moyen pour qu'il puisse se poser et entrevoir à nouveau, grâce à un lieu qui est d'hébergement, de restauration, de renseignement, son propre avenir, précisément. Donc le réalisme de l'hospitalité suspend peut-être l'argument de l'absolue hospitalité, mais pour se concentrer sur les moyens du bord, à disposition ici et maintenant, il défend l'idée d'un droit à être accueilli au moins provisoirement, et il soutient que la réalisation de ce droit est un moyen efficace pour pacifier la société. Avec une question ultime, par-delà cette question des conditions de l'hospitalité que nous avons posée suite à notre diagnostic du présent, l'hospitalité éthique et surtout l'organisation, pourrait-on dire, ici et là, d'actions collectives, plus ou moins officielles, plus ou moins portées par des représentations, par des représentants politiques, peut-elle permettre à l'avenir de redéfinir l'hospitalité politique? C'est ça que nous avons voulu porter à la fin du livre. Et là-dessus, nous avons
plusieurs exemples. Nous avons l'exemple de ce village de Calabre où un bateau transportant 300 migrants kurdes échoue sur les côtes italiennes de ce village et où les habitants décident de faire revivre le village déserté avec précisément ces migrants. On retape des maisons, on ouvre ensuite une boulangerie, on ouvre une école, et donc on peut se demander s'il ne se joue pas là la possibilité d'un passage de l'hospitalité éthique à l'hospitalité politique, ou en tout cas si ce type d'initiative ne peut pas nous faire reconsidérer précisément la question de l'hospitalité politique. Et puis bien évidemment, il y a toute la situation américaine avec d'un côté un changement de président de la République et du coup des actes et des paroles extrêmement violentes à l'égard précisément des populations immigrées, en particulier à l'égard de certains pays musulmans. Et en même temps aux États-Unis, il y a eu bien sûr, suite à l'élection de ce président de la République, il y a eu bien évidemment les marches des femmes qui ont déjà affirmé vraiment une résistance précisément à l'égard d'un certain nombre de discours, pourrait-on dire, de haine. Et puis il y a, Guillaume en a parlé, ces villes sanctuaires américaines qui précisément donnent des droits municipaux aux migrants. Par exemple, le droit pour les enfants d'aller à l'école, le droit de fréquenter les piscines, les bibliothèques, avec justement des sortes de cartes d'identité municipale. Est-ce que ce type finalement de politique locale, ça ne permet pas de repenser petit à petit la notion d'hospitalité politique que nous avons vraiment située au niveau, disons, des paroles des États-nations et au niveau précisément des paroles et des actions des gouvernants. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre exposé. En premier lieu, j'ai envie de dire une chose. Je vais essayer d'être un peu claire sur ce que j'ai envie de dire. C'est un ouvrage qui est assez poétique, assez poétique, philosophique et politique. Il y a beaucoup de choses que vous parlez, mais du coup, j'ai essayé de me concentrer un petit peu sur en fait ce qui me. La question que vous posez, selon moi, c'est finalement de quel monde nous voulons. Et donc, du coup, c'est à partir de ce que je trouve intéressant avec le titre, c'est qu'on s'attend à avoir un ouvrage défaitiste et catastrophique en vous disant c'est la fin de l'hospitalité, il n'y a plus rien. Et puis en fait, c'est la fin de l'hospitalité, enfin, c'est l'hospitalité comme fin, comme horizon, comme orientation. Et du coup, je trouvais que c'est vraiment intéressant. Et ça donne un petit peu de courage. Et en effet, moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt la fin de votre ouvrage qui m'intéresse, parce que en lisant, j'ai quand même l'impression d'avoir une rupture entre les 6 premiers chapitres et le dernier, où au départ, on nous dit le secours et l'inverse de l'accueil. L'hospitalité politique, on l'a définie d'une certaine manière par rapport à l'hospitalité éthique. Il y a un rejet de tout ce côté bon sentiment, justement, parfois peut-être même à l'encontre de ce que vous voulez dire. On a comme si vous n'osiez pas dire que quand même, il faut quand même une motivation personnelle. Mais il y a quand même au niveau d'un chapitre un revirement. Et qui fait penser justement que tout ce que vous appeliez avant hospitalité politique kantienne serait peut-être avant tout, pour moi, une hospitalité plus juridique, même si, ce que vous rappelez bien, c'était, que j'aime beaucoup réentendre,
c'est le côté, finalement, c'est des droits qui vont nous donner notre humanité quelque part, et que c'est l'opposition vitale, sociale, politique, vitale, elle est plus tout à fait si évidente. Et donc, du coup, voilà, je me disais quand même, toutes ces formes, toutes ces choses qui se passent dans les camps, on a quand même envie d'appeler ça de l'hospitalité. Et je trouve ça difficile de dire qu'il n'y a pas quelque chose de politique qui se passe, notamment quand je vous entends parler de la part des sans-parts. Il y a une petite tendance rancière, moi, qui vient me dire que c'est peut-être... Enfin, ce que je trouve intéressant finalement avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces actions-là et le fait de rejeter comme ça un certain nombre de personnes va créer une alerte et va rendre visible finalement ce qui est peut-être le propre même de la politique ou du politique, qui est ces actions collectives qui essaient de rendre visible une injustice en se battant pour l'égalité et la liberté et revendiquer les droits. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce que vous voyez, enfin, comment vous voyez. Ah oui, c'est vrai que... Tu veux répondre d'abord ? C'est vrai que dans ce livre... on a un peu volontairement réduit ce qu'on avait appelé notre rapport à la politique dans d'autres livres. Parce que c'est vrai que dans nos ouvrages précédents, on était plutôt sur une définition de la politique comme expérience, avec en même temps tout ce que ça peut porter, justement, effectivement, de résistance, de désobéissance. Mais en fait, ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est montrer qu'il y avait malgré tout vraiment deux registres de l'hospitalité. Et que ces deux registres de l'hospitalité, on les retrouvait en quelque sorte dans l'histoire de la culture et dans l'histoire des idées. Et on s'est dit qu'on allait les appeler hospitalité éthique d'un côté et hospitalité politique de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'hospitalité politique, qui bien sûr contient en elle-même des manières de faire qui peuvent être politiques au sens où elles engagent des collectifs, au sens où elles peuvent engager des actes de désobéissance tout à fait assumés, etc. En même temps, on l'a appelée éthique parce que, selon nous, elle tient dans deux choses. D'un côté, malgré tout, le fait de penser agir au nom d'une cause juste, et il nous a semblé que là-dedans, il y avait quand même quelque chose qui a à voir avec des valeurs qui renvoient précisément à la possibilité d'une éthique, d'une conception aussi de la justice qui est plus que quelque chose de simplement juridique ou politique. Et puis, il nous a semblé aussi que, bien évidemment, dans cette démarche, se jouait parfois de la part de certains individus qui aident des choses assez instinctives, parfois pas toujours, mais le fait précisément, je ne sais pas, on ne trouve pas normal qu'un mineur isolé il puisse se promener tout seul, sans attache, sans toit, dans une ville, et ça, c'est quasiment quelque chose qui est de l'ordre, on pourrait dire, de la réaction éthique directe. Et en revanche, ce qu'on a voulu montrer, c'est que de l'autre côté, il y avait bien eu un certain moment de l'histoire, ce que nous avons appelé une conception politique de l'hospitalité, qui passe précisément par des règles, par des lois et par une parole politique. Et c'est vrai que cette distinction, on l'a établie à partir aussi de notre rapport à la France et à l'Allemagne. On a vécu par le passé assez longtemps en Allemagne, en particulier à Berlin. On continue d'y aller beaucoup et on a bien vu comment la parole d'Angela Merkel en Allemagne avait justement entraîné en quelque sorte des actes qui ont suivi cette parole politique. Et comment aussi justement ça a déployé, ça a légitimé des formes d'hospitalité éthique qui actuellement en France sont beaucoup plus difficilement du coup légitimées. Et donc on avait ça en tête aussi. Oui, peut-être pour continuer dans le même sens, c'est vrai que c'est toujours le drame quand on écrit un livre, c'est que on fixe quelque chose, c'est un mouvement, et forcément dans le livre
on est toujours trop victime de l'intelligence bergsonienne, on immobilise un processus. Et le processus qu'on voulait décrire, c'est au fond comment, justement, ce qui se passe à Calais, à Grande-Synthe, à Tempelhof, c'est une expérimentation politique depuis une exigence éthique. Voilà. C'est-à-dire comment, au fond, il est en train de se réinventer. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit de la fin de l'hospitalité, de la finalité de l'hospitalité. C'est pas seulement la disparition. Comment il est en train de se réinventer un argumentaire politique, mais depuis, effectivement, une exigence éthique qui vient dire tu dois prendre soin de cette vie, tu dois secourir cette personne. C'est justement cette politisation de l'éthique qui est en fait le cœur du livre. Et cette politisation de l'éthique, elle n'est compréhensible que si effectivement on accepte de desserrer l'étau du cadrage politique État-national qui, lui, repose justement sur des éléments très, très stricts, très rigoureux d'accueil ou de non-accueil, de droit ou de non-droit, puisque effectivement la question de ce point de vue des droits devient une question cruciale. Quand Kant dit en 1796 que l'hospitalité est un droit et non une affaire de compassion, il explicite son argument dans le cadre d'un ensemble de relations entre républiques, entre États-nations, qui justement présuppose l'émergence moderne de la nation. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, c'est bien dire que l'hospitalité est un droit, c'est faire entrer précisément celui qui vient d'ailleurs dans un registre politique d'accréditation. Et nous, ce que nous avons voulu analyser, c'est justement le discrédit politique au niveau de l'État-nation qui est en quelque sorte porté sur les demandeurs de refuge. De telle sorte que quand on se situe dans la perspective justement des collectifs, des associations, des bénévoles qui tentent de faire justement autre chose, on se situe dans un registre qui est alternatif à celui-ci et qui, je pense, repose sur une autre manière d'envisager la question politique, non plus depuis le point de vue de la nation, mais depuis le point de vue de deux argumentaires qui d'ailleurs se rejoignent, qui est l'argumentaire au fond du local, l'argument local, une personne qui vit ici a des droits, ça c'est un argument politique très fort, un cosmopolitisme local au fond, et de l'autre côté un autre argumentaire qui est aussi très fort, qui est au fond de dire que nous sommes tous citoyens du monde, qui est au fond un cosmopolitisme global. Et c'est cette conjonction des deux cosmopolitismes qui fait que, en quelque sorte, l'exigence éthique devient aussi a une portée éminemment politique, effectivement. Mais bon, on peut lancer... Rancière, c'est plus compliqué que ça, parce que Rancière, il a quand même expliqué... Surtout sur la question. Sur la question des sans-pares, il a quand même expliqué à propos de l'occupation des églises, etc., par les sans-papiers, que ce n'était juste que ça n'accédait pas à l'expérience politique, justement, parce que ça manquait l'universel. C'est très violent. Et en même temps, il y a quand même une très définition de la politique du côté de l'expérience. Oui, et en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est contrasté chez Rancière. Et donc, si on a bien lu votre livre, ce qui fait le passage de l'éthique au niveau politique, c'est soit l'appel qui vient de haut, comme vous expliquez avec l'exemple d'Angela Merkel qu'elle a fait, et la réponse du peuple allemand qui a suivi, ou du bas, par exemple avec le village en Italie, qui montre avec leur exemple. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est là où vous expliquez comment se fait cet appel. Que cet appel qui font les demandeurs de refuge est un appel indirect, qui ne s'adresse à personne et en même temps il s'adresse à tout un chacun. Donc le destinataire est soit personne, et donc alors on peut très bien se dire en se protégeant, ça ne s'adresse pas à moi, je n'y peux rien. Exactement. Ou on peut tous se considérer des destinataires de cet appel. Et ce sera ça l'action politique qui fera le passage de l'éthique à politique. Si on pense cette citoyenneté comme une appartenance partagée au monde,
Et si on se dit destinataire de cet appel, de l'intolérable qui sont en train de vivre des populations terribles en ce moment. Ah oui, tu peux répondre toi là-dessus. Non, mais Parce que là, on est complètement d'accord. totalement Oui, d'accord, c'est que c'est l'un des, c'est ce qu'on effectivement, voulait, un des éléments centraux du livre, hein, effectivement, d'explorer cette dimension en quelque sorte, de ce qu'on a appelé l'involontaire de l'hospitalité. C'est-à-dire, effectivement, trop souvent tendance à penser sur un registre presque, peut-être pratiquement post-néocolonial, en tout cas, que l'hospitalité, ce serait ce mouvement qui viendrait d'un sujet spontanément bienveillant vers un autrui en détresse, mais qui viendrait du coup envelopper ce sujet en détresse dans une espèce de disposition de bienveillance qui serait portée par celui qui donne, qui prend soin de l'autre. Et contre cette démarche en quelque sorte d'une hospitalité portée par un sujet absolument généreux, nous avons voulu au contraire essayer d'insister sur le fait que cette dimension de l'involontaire dans l'hospitalité, c'est-à-dire qu'effectivement l'hospitalité est toujours précédée par une demande qui rarement apparaît au style direct. Je veux dire par là que cette demande d'hospitalité, elle est d'abord effectivement formulée de façon indirecte, et ce n'est qu'à partir de certaines conditions qu'elle peut se formuler de façon directe. Mais dans les deux cas, il y a l'idée que l'hospitalité ne prend sens que comme réponse ici et maintenant à une demande. Il y a donc effectivement cette notion d'involontaire et vous avez tout à fait raison de lier cette dimension de l'involontaire de l'hospitalité à quelque chose comme une solidarité des vies embarquées, hein, pour reprendre Pascal. Nous sommes tous embarqués, c'est-à-dire effectivement nous sommes tous à l'intérieur d'un monde, et l'erreur serait justement de renoncer à cet élément du commun à partir de l'établissement d'une séparation entre les uns et les autres, produite par justement notamment l'expérience de la migration.